All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Madam Court Officer, can you kindly mention the case? Good morning, Madam President, Your Honors. This is the situation in the Central African Republic 2 in the case of the prosecutor versus Mohammed Said Abdelkhani, case reference ICC 0114, 0121, and for the record, we're in open session. Thank you very much. Can I get representation, please? Counsel, prosecution. May it please the court, appearing for the prosecutor this morning, myself, Holo Makwaya, Senior Trial Attorney, Leonie Van Bro, Trial Attorney, Andriana Rodriguez, Brunhilde Lebai, Liz Tam, Vanessa Hernandez, Yuichiro Omori, and Ramu Butaye. They're all prosecution counsels. Thank you. Thank you very much. Victim's representative, please. Merci Madame la Présidente. Les victimes sont représentées par Adeline Bedoucha, Tars von Litzenborg et par moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you very much. Miss Naori, your team, please. You and your team. Merci Madame le Président. À côté de moi, Maître Jacobs et Manon Lancel. Derrière, nous avons Maître François Jacquemin, Maître Valduriez, Simon Apriou et Capifine Banet. Et quant à moi, je suis Jennifer Naori, conseil principal de Monsieur Saïd. Thank you very much, Miss Naori. We're here today to listen to the opening speech by Defense Counsel. Miss Naori, if you can be on your legs, please. I wish to remind you, Ms. Nawi, that, you talk with less speed so that we help the interpreters and for us to get an accurate record. Thank you very much. You may start your speech, please. Merci Madame le Président. Madame le Président, Madame, Messieurs les juges, ce qui guide la justice pénale internationale, c'est la recherche de la vérité. La vérité pour ceux et celles qui sont concernés par les procédures devant cette Cour, aujourd'hui les Centrafricains. Ce devoir de recherche de vérité pèse en premier lieu sur l'accusation. C'est elle qui pose le cadre de la discussion. Sur la base d'un narratif qui devra être discuté de manière pleine, contradictoire lors du procès. Et dans ce dossier, nous continuons de poser la question de la recherche de la vérité. En effet, le mémoire de l'accusation est une redite de son mémoire de préconfirmation. Il n'apporte aucun élément de réponse aux lacunes du dossier. Le discours d'ouverture de l'accusation est une déformation de la preuve et tente de dissimuler les failles de son cas. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui va être l'occasion de discuter en profondeur de la vision, de l'accusation, de l'examiner dans sa globalité. En effet, jamais la réalité de ce que recouvre la Seleka n'a été discutée lors d'un procès international. Jamais l'existence, ou plus exactement l'absence, d'un conflit armé entre mars et septembre 2013 n'a fait l'objet d'un débat dans le cadre d'un procès international.
jamais le fonctionnement de la structure d'État en République centrafricaine, sous le gouvernement du président Dotodja, n'a été discuté. Jamais le chaos et la criminalité qui prévalaient en République centrafricaine entre mars et septembre 2013 n'a été analysé. Et pourtant, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, force est de constater, à la lecture du dossier de l'accusation, qu'il ne sera pas possible d'adresser toutes ces questions au cours du procès. Pourquoi ? Parce que l'accusation a construit son dossier sur un narratif biaisé, parcellaire, éloigné de la réalité de ce qu'il s'est passé en RCA à l'époque. Parce que l'accusation présente une preuve incomplète, une preuve non corroborée, une preuve truffée de oui-dire, une preuve non authentifiée, manquant de fiabilité, et une preuve émanant d'une enquête défaillante. En un mot, une preuve faible. Parce que l'accusation n'a pas appelé les témoins qui permettraient de se prononcer sur ces questions. L'accusation ayant choisi sciemment de ne pas appeler les personnes à même d'éclairer la Chambre sur les faits. L'accusation a choisi, et c'est son choix, de ne pas appeler les témoins pertinents afin d'éviter que ces thèses soient contredites. Parce que l'accusation tente de soustraire sa preuve au débat contradictoire en demandant que plus de 80% de ces témoins ne soient pas soumis à un véritable interrogatoire et contre-interrogatoire en audience. À écouter l'accusation hier, elle semble être en déni de ce que recouvre vraiment sa preuve, la déformant et lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Il suffit de prendre un exemple. Le témoin P547. Ce témoin, qui a été cité à de nombreuses reprises par l'accusation, s'est contredit dans ses déclarations antérieures ce que vous avez entendu hier. Sur le fait que les détenus n'étaient pas pris en charge par un processus judiciaire. P547 explique qu'il a été présenté au procureur de la République au moment de son arrestation et que c'est le procureur de la République qui a ordonné sa libération. L'accusation nous a dit que l'ordre aurait été donné de ne pas informer ses proches d'où P547 se trouvait. Le témoin décrit tout au long de ses déclarations antérieures qu'il a eu des contacts avec sa famille et qu'il a reçu de nombreuses visites. Ce même témoin expliquera aussi qu'il a été soigné pendant sa détention et qu'il a eu accès à des médicaments, contrairement à ce que vous a dit l'accusation. Le témoin contredira même ce que vous avez entendu sur la localisation de la supposée cellule souterraine, puisqu'il ne la situe pas du tout sous le bureau allégué de M. Saïd. Quant au fait qu'il n'y a aucune trace de l'enregistrement de ce témoin, le témoin lui-même
décrit son arrivée à l'OSRB et son enregistrement à ce moment-là. Ces exemples illustrent l'approche de l'accusation. Elle est prête à dénaturer ses propres témoins pour les besoins de sa cause. Or, à l'évidence, les choses ne sont pas si simples. Et c'est ce que dévoilera le procès. Ce qui apparaîtra au grand jour, c'est que si l'on s'intéresse au vrai dossier de l'accusation, non pas la version dénaturée, déformée, simpliste qu'elle a présentée hier, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas plus avancés aujourd'hui que nous l'étions hier. Et par conséquent, nous ne le serons pas plus demain, à l'issue du procès. Nous démontrerons lors du procès que les thèses de l'accusation s'éloignent de la réalité centrafricaine et que tout son édifice est bâti sur du sable, des fausses prémices, des a priori, des amalgames historiques, culturels et politiques. La démonstration de l'accusation repose sur deux postulats. D'une part, l'affirmation que la Séléka existe comme un groupe organisé, hiérarchisé, structuré, capable de répondre à une chaîne de commandement. D'autre part, que le gouvernement de transition du président Dotodja était en réalité une structure, selon elle, Séléka, tout en entretenant à dessein le flou entre ce que serait la Séléka et ce que serait le gouvernement. Sur la base de ces deux postulats, l'accusation prétend, premièrement, qu'un conflit armé non international ferait rage en RCA entre mars et septembre 2013, qui opposerait une Séléka organisée et hiérarchisée à des forces dites probosisées. Et deuxièmement, que toutes les structures étatiques, dont l'OCRB, seraient des bases de cette Séléka, et donc des instruments d'une soi-disant politique Séléka. Nous démontrerons lors du procès combien la tentation de la facilité, de la simplification a conduit l'accusation à mal interpréter les événements dont elle parle. Nous montrerons lors du procès comment l'accusation ignore le contexte dans lequel s'inscrit la création d'un rassemblement éphémère entre groupes civilo-politiques armés, ce qui lui induit donc en erreur. Pour les spécialistes, ceux qui s'intéressent à la RCA depuis longue date, la création de groupes civilo-politico-armés dès les débuts des années 2000 est motivée avant tout par des intérêts économiques locaux. Ce sont des groupes opportunistes qui se sont progressivement considérés comme une rébellion et qui finiront en 2012 par former une coalition temporaire. Que nous dit l'accusation sur ces groupes? Rien. Pas un mot. L'accusation aujourd'hui, comme lors de l'audience de confirmation des charges, se contente d'affirmer de manière extrêmement imprécise que, et je cite le paragraphe 14 de son mémoire, apparue entre la moitié et la fin 2012, la Séléka est une coalition rassemblant plusieurs factions politiques et groupes armés qui jusque-là ne coordonnaient pas leurs activités. Et ensuite, elle précise quels sont ces trois groupes principaux. Puis,
elle opère un saut temporel inexpliqué, puisque le paragraphe suivant, on se situe soudainement après l'arrivée de certains de ces groupes à Bangui en mars 2013. C'est une faille béante. C'est une absence de démonstration. Pas de démonstration dans son mémoire de préconfirmation. Pas de démonstration lors de l'audience de confirmation des charges. Et toujours pas de démonstration aujourd'hui. Alors qu'a fait l'accusation hier? Elle a tenté de masquer l'absence de démonstration et l'absence d'éléments de preuve en vous montrant 4 photos. 4 photos de personnes en treillis et de pick-up. Tout d'abord, ces photos sont issues de open source, sans même qu'on connaisse cet open source. Ça veut dire que l'accusation n'a donné aucune information permettant de dater ces photos ou même de leur donner une légende. Surtout, ces photos sont l'unique façon pour l'accusation de démontrer l'existence d'une coalition avant mars 2013. Ce n'est pas sérieux. Montrer une photo de quelques jeeps et de personnes en treillis militaires ne remplace pas une réelle démonstration factuelle. Une démonstration juridique devant cette cour. Hier, nous avons entendu parler des anti-Bozizé et des anti-Balaka. L'accusation a fait une longue présentation concernant ces groupes armés. Or, il ne s'agit pas ici du procès Yekatom Nguessona. Pourquoi pas nous expliquer ce que serait la Séléka? Pourquoi l'accusation n'a-t-elle même pas tenté de discuter de la création de la Séléka? Pourquoi l'accusation reste-t-elle discrète quand il s'agit d'expliquer qui sont les groupes qui composeraient la Séléka? Pourquoi l'accusation n'explique pas ce que serait sa structure? Comment les ordres seraient communiqués? À qui ces ordres seraient communiqués? Comment les chaînes de commandement présupposées fonctionneraient? Parce qu'en choisissant d'ignorer ces éléments, l'accusation peut ignorer le nombre important de ces groupes. Elle peut ignorer les luttes internes au sein de ces groupes. Elle n'a pas besoin de se confronter au fait que ces groupes constituent, au mieux, une nébuleuse de mécontents du gouvernement de François Bozizé. Alors, pour contourner cet obstacle, l'accusation préfère présupposer l'existence de la coalition. Mais devant ces faits irréfutables, ce sera toute la démonstration de l'accusation qui s'écroulera au procès. La supposée ou présupposée Séléka n'existe pas comme un groupe structuré, organisé. Et si elle n'existe pas comme un groupe structuré ou organisé, elle ne peut pas être une partie à un conflit armé. Et elle ne peut pas se muer en structure étatique. Alors, sur l'absence du conflit armé entre mars et septembre 2013, nous avons déjà démontré, lors de l'audience de confirmation des charges, que la littérature est unanime, que les rapports des spécialistes sont sans équivoque. Le conflit armé en République centrafricaine ne commence au mieux qu'à partir du mois de septembre 2013. Avant cette date, il existe en RCA des troubles et tensions internes qui se traduisent par des actes isolés et sporadiques de violence.
Or, que fait l'accusation aujourd'hui? Elle continue tout simplement d'ignorer toutes ses sources et à persister dans une position que personne, ni l'ONU, ni le CICR, ni les ONG, ni les experts de droit international humanitaire, personne n'a tenu en 2013 et que personne ne tient aujourd'hui, presque 10 ans plus tard. Les faits sont têtus et lors du procès, il sera démontré que rien ne permet aujourd'hui, pas plus qu'hier, de qualifier les faits de conflit armé non international. En ignorant cette unanimité de tous ceux qui se sont intéressés à la situation, qui conclut à l'absence d'un conflit armé non international en RCA, à partir de mars 2013, l'accusation affirme que M. Saïd aurait dû être au courant qu'il existait un CANI à ce moment-là. Et cela ne fait aucun sens. Essayer d'attribuer à M. Saïd la connaissance d'un conflit que personne n'avait identifié, ni à l'époque, ni depuis lors. D'ailleurs, quand on écoute l'accusation hier, la seule date qui est martelée concernant le conflit armé, c'est septembre 2013. Alors, en l'absence d'un conflit armé entre mars et septembre 2013, la période des charges, il n'y a tout simplement pas de crime de guerre pendant cette période. Et alors, toute allégation de crime de guerre contre M. Saïd doit tomber. Il nous reste alors à nous intéresser à l'allégation selon laquelle des crimes contre l'humanité auraient été commis. Et à ce propos, il convient de s'intéresser au nouveau gouvernement de transition du président Ndotoja. Il convient de noter ici que dans un effort incompréhensible de l'accusation, pour tenter de prouver qu'il existerait une politique qui serait conçue par la Seleka et exécutée par et la Seleka et les structures étatiques, l'accusation s'appuie sur l'idée que l'État serait la Seleka. Et l'accusation en veut pour preuve le décret de nomination du président Ndotoja, qui fait état de la nomination d'ex-Seleka à des postes ministériels, ce qui renforcerait la position d'anciens leaders Seleka qui lui étaient, dit l'accusation, dévoués et qui écoutaient ses ordres. Or, l'accusation a choisi de ne pas appeler à témoigner les plus hauts responsables qui permettraient d'éclaircir la situation. L'accusation est incapable, du fait de son dossier, de démontrer ni la continuation de la coalition Seleka et encore moins une forme quelconque de cette ancienne coalition qui aurait été absorbée dans la structure de l'État. Au contraire, ce qui ressort de la preuve, de l'accusation elle-même, est la tentative de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, composé de 34 ministres, dont seulement 9 qui étaient officiellement affiliés à la Seleka. Au contraire, ce qui ressort de la preuve de l'accusation elle-même, c'est l'existence d'une situation de criminalité de droit commun extrême. Un État qui ne sait pas comment faire face à cette situation, notamment parce qu'il ne dispose pas des moyens, mais qui tente, malgré tout, de fonctionner. Et c'est dans ce cadre que l'Office central de répression du banditisme, OCRB,
comme structure étatique, tente de fonctionner. L'OCRB. L'OCRB est avant tout un commissariat de police qui doit intervenir dans une période fortement marquée par la criminalité et la délinquance et qui est cruellement en sous-effectif. Rappelons que l'OCRB a été créé par la coopération française dans les années 80 et fait partie de la structure d'État depuis cet instant. D'ailleurs, dès les débuts, c'est le commissaire Mazinguer qui en sera en charge. Mais que nous dit l'accusation hier? Que l'OCRB est, je cite, un centre de torture qui a été conçu en tant que tel pour propager la terreur, la souffrance. Fin de citation. Transcrit français, page 21. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Il s'agit d'un bâtiment construit par les Français pour abriter un commissariat. J'insiste, c'est un commissariat. Donc un lieu qui doit être équipé pour accueillir les agents de police et leur permettre de mener à bien leur activité de maintien de l'ordre. Ce qui signifie qu'habituellement, dans tous les pays, l'on trouve dans l'enceinte des locaux d'un commissariat des bureaux pour le personnel, des véhicules de police, des cellules de détention provisoire, des salles d'interrogatoire et des salles d'archives. Or, c'est les lieux qui vous ont été montrés sur les photos. C'est un commissariat. C'est un lieu où, en effet, il y avait des geôles. Il y avait des lieux pour les ravitaillements, il y avait des lieux pour l'équipement, etc. Et rappelons que les images que vous avez vues n'ont pas été prises en 2013. Donc elles ne reflètent pas l'état des locaux en 2013. Mais ce sont bel et bien des images d'un commissariat. Imaginez que dans la ville où vous vivez, le commissariat serait un lieu complètement ouvert, sans cellules, sans garde, et dans lesquels les détenus provisoires pourraient s'échapper. Ça ne fait aucun sens. Pourtant, c'est ce que vous a dit l'accusation hier. Elle s'étonne qu'il y ait des murs autour d'un commissariat pour éviter que les détenus s'échappent. Elle s'étonne qu'il y ait des gardes. Tout aussi surprenant, c'est que l'accusation présente l'OCRB comme un lieu fermé du monde extérieur. Or, des éléments à sa disposition prouvent le contraire. Les récits des témoins montrent que les familles pouvaient leur rendre visite. Les récits des témoins mentionnent qu'ils recevaient des soins. Les récits des témoins démontrent aussi la présence régulière du procureur de la République à l'OCRB. Et rappelons que le procureur de la République de l'époque est aujourd'hui le procureur près de la Cour pénale spéciale à Bangui. Cour avec laquelle l'accusation se targuait hier de collaborer dans le cadre de la complémentarité. Alors, pourquoi ne pas l'avoir appelé, le procureur de la République? De plus, il ressort de la preuve de l'accusation, en tout cas la preuve dont elle dispose, mais dont elle n'a pas toujours voulu se servir, que l'OCRB est un lieu ouvert où se rendaient régulièrement des représentants de la Croix-Rouge et des représentants d'ONG, ainsi que des représentants des autorités françaises. Un militaire français dit par exemple, et je cite, « La plupart du temps, les personnes détenues étaient libres dans l'enceinte.
seules les personnes très dangereuses étaient détenues. J'ai rarement vu des personnes enfermées dans ce qui servait de cellule. Un témoin de l'accusation, P1737, dira aussi, je cite, « De temps à autre, les Français, les représentants de l'Union européenne, de la Croix-Rouge et des droits de l'homme venaient à l'OCRB pour contrôler ces opérations et l'état des prisonniers. Ils voulaient savoir comment ils pouvaient nous venir en aide. Nous n'étions pas bien équipés et nous n'avions pas d'ordinateur, par exemple. » Fin de citation. Paragraphe 34 de sa déclaration antérieure. Les témoins de l'accusation eux-mêmes indiquent aussi qu'il s'agissait habituellement pour l'OCRB de connaître de délits et de crimes de droit commun, et que les détenus de l'OCRB étaient des criminels de droit commun et des personnes se revendiquant de la Seleka. Des personnes se revendiquant de la Seleka qui avaient été arrêtées par les éléments de l'OCRB. L'accusation n'en souffle mot. Ici, encore une version déformée de la preuve qu'elle vous a présentée. Pourquoi postuler que toute personne présentée à un commissariat est une victime? Il ressort de la preuve que l'OCRB est une structure étatique sous l'autorité de la Direction générale de la police et du ministère de la Sécurité, en respectant le processus juridictionnel sous le contrôle du procureur de la République. Les documents existent nommant Mazingué, puis Malo, au poste de directeur. Mais l'accusation n'en dit pas un mot. L'accusation voit dans l'existence de volontaires à l'OCRB, comme M. Saïd, qui collaborent avec M. Mazingué, le directeur de l'OCRB, la preuve de ce qu'il s'agirait d'une base Seleka. Mais ce n'est pas une révélation. Les plus hauts responsables de l'État ont indiqué qu'il y avait un manque cruel de personnel et que les FACA et d'autres personnels qualifiés avaient fui et qu'il faudra attendre le mois d'août 2013 pour que certains d'entre eux ne reviennent et reprennent leurs fonctions. C'est la raison pour laquelle il fallait faire preuve de réalisme et accepter l'aide des volontaires pour tenter d'endiguer la criminalité croissante à Bangui, tout en espérant les former. Ce réalisme permet de comprendre les problèmes structurels auxquels doit faire face l'OCRB. Et le problème de l'accusation est simple. Elle ne peut pas prouver que l'OCRB est une soi-disant base Seleka où il y aurait une structure hiérarchisée dans laquelle s'inscrirait le rôle de M. Saïd. Elle ne peut pas prouver une quelconque organisation de l'OCRB. Alors, elle tente de contourner cette difficulté. Comment? Premièrement, en mettant l'accent sur les débordements qui auraient lieu à l'OCRB. Et deuxièmement, en présupposant le rôle de leader de M. Saïd, afin de tenter de rallier à lui, en espérant ainsi dissimuler l'absence de preuves, concernant la responsabilité de M. Saïd. Mais la démonstration de l'accusation ne tiendra pas pendant le procès, puisqu'il ressort de la preuve de l'accusation que l'OCRB est un lieu dysfonctionnel, sans structure, et par conséquent qu'il n'est pas possible de présupposer que M. Saïd serait de facto responsable de tout ce qui s'y déroule. Surtout que la preuve révèle que de nombreux individus y agissaient à titre personnel.
Dans ce sens, de nombreux témoins indiquent qu'il n'est pas possible de savoir qui était en charge à l'OCRB. Mais l'accusation a préféré abandonner ces témoins, tels que P234, un sachant extrêmement bien placé qui nous dit, et je cite, « Vous me demandez qui était à la tête de l'OCRB ? C'est difficile à dire, comme ça changeait tout le temps. » La réalité, c'est que dans la désorganisation totale, il n'y a pas de responsable clairement identifié. C'est impossible. Et M. Saïd, en tant que volontaire, essayant d'assister Mazingué, n'est en aucun cas responsable de ce que feraient les autres qui se revendiquent à des postes divers et variés. Un mot sur la politique de l'État. L'accusation ne tente à aucun moment d'établir cette politique de l'État. Pourtant, l'on ne peut s'intéresser aux événements s'étant déroulés à l'OCRB dans le cadre de la qualification juridique d'un crime contre l'humanité qu'à partir du moment où l'accusation a établi au préalable la politique de l'État. Politique de l'État dans laquelle la structure de l'OCRB se serait inscrite. Est-ce que l'accusation disposait des éléments utiles pour déterminer si oui ou non il y avait une politique d'État ? Certainement. En effet, dès l'audience de confirmation des charges, les représentants de l'accusation ont indiqué en audience publique, en réponse à la défense qui commentait des manquements des enquêtes de l'accusation, notamment le fait qu'il manquait certains témoins clés pour comprendre la crise, elle répondait, je cite, « Les autres témoins auxquels il est fait référence par la défense ont aussi été interviewés, y compris dans le contexte plus large du conflit. » L'accusation a donc concédé publiquement avoir interrogé des témoins clés pour comprendre la crise. Mais elle n'en tire pas les conséquences. Aujourd'hui, l'accusation va plus loin, en abandonnant les quelques témoins qui auraient permis de faire la lumière sur la réalité de la crise, tels que P234, P964 et P413. Mais alors, pourquoi l'accusation ne se sert pas de ces éléments clés au procès ? Pour pouvoir continuer d'ignorer les parties des témoignages qui permettent de se prononcer justement sur la question de la politique de l'État. Pourquoi mettre de côté les témoignages pertinents et même cruciaux de certains témoins rencontrés, tels que P10-19 ? Comme nous l'avions déjà dit en octobre, ces témoins sont censés avoir fait partie de la politique de l'État, politique qui devrait permettre, selon l'accusation, d'établir un crime contre l'humanité contre M. Saïd. Si tel est le cas, ces témoins sont alors des acteurs de cette politique d'État. Et alors ils doivent être poursuivis ? Malgré les demandes répétées de la défense, formulées publiquement en octobre, l'accusation maintient sa position, selon laquelle les témoignages d'acteurs de premier plan ne seraient pas suffisants pour soutenir des poursuites, puisqu'aucun d'entre eux n'est inquiété, à l'exception de Noureddin Adam, pour lesquels il existe un mandat d'arrêt public. Alors nous vous posons la question aujourd'hui, qu'en est-il des autres ? Entendre les plus hauts responsables permettrait de ne présenter un récit erroné de l'histoire récente de la RCA. Cela éviterait de valider
le narratif de ceux qui sont encore au pouvoir ou ceux qui travaillent pour le gouvernement. À partir du moment où l'accusation ne les poursuit pas, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas assez d'éléments contre eux, alors ça revient à dire qu'elle n'a pas assez d'éléments pour établir la politique d'État dans notre affaire. Dans notre affaire. Et alors, l'allégation de crime contre l'humanité contre M. Saïd tombe, puisque les faits qui lui sont reprochés doivent s'inscrire dans la logique même de ce qu'allègue l'accusation, dans la politique de l'État qui existerait lors de la présidence de Michel de Todja. Si ces témoins ne sont pas inquiétés, M. Saïd devrait l'être encore moins. La défense a affirmé publiquement en octobre 2021, et cela reste vrai aujourd'hui, l'accusation doit être cohérente. Elle ne peut pas plaider une chose, qui est l'existence d'un crime contre l'humanité, qui suppose l'existence d'une politique, et le contraire, qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte les témoignages des plus hauts responsables politiques pour tenter d'établir cette politique d'État. Par conséquent, en l'absence d'une structure Seleka après mars 2013 et en l'absence d'une politique de la Seleka ou de l'État, toute allégation de l'accusation de crime contre l'humanité contre M. Saïd tombe. Madame le Président, Madame, Messieurs les juges, est-ce que le dossier que l'accusation vous a présenté et qui sera présenté pendant le procès nous permettra de nous rapprocher de la vérité? À l'évidence, ce n'est pas le cas. Nous nous en sommes même éloignés, car la réalité qu'elle nous a dépeinte est une réalité fantasmée. Le récit proposé par l'accusation occulte la complexité de la société centrafricaine. La République centrafricaine est un pays dont les africanistes disent que le destin a été volé. Aujourd'hui, il nous appartient de comprendre les événements sur lesquels l'accusation vous demande de vous prononcer, à l'aune de l'histoire récente de la République centrafricaine et des plaies laissées par la décolonisation. Et c'est essentiel, puisque c'est l'histoire de populations laissées à elles-mêmes, dans un pays où l'État centrafricain, semble avoir perdu, depuis les années 80, ses capacités institutionnelles, l'empêchant d'être fonctionnel et donc d'assurer la sécurité sur son territoire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'administration du territoire centrafricain? Il est essentiel de le comprendre. Contrairement au présupposé de l'accusation, qu'il existe un gouvernement en Centrafrique qui administre la totalité du territoire du pays. Il n'existe pas en RCA de politique unifiée, de politique de territoire unifiée. En République centrafricaine, il y a une fragmentation. La République centrafricaine est fragmentée à cause de l'existence, d'une part, d'une capitale, Bangui, qui centralise toutes les ressources du pays et où des dirigeants successifs tentent de gouverner par le biais de ce qui s'apparente à des tentatives de mise en place de structures administratives étatiques. Et l'existence, d'autre part, de l'arrière-pays centrafricain. Cette hinterland qui est en proie aux bandits de la région tout entière. La région tout entière. Et où règne une insécurité constante. C'est justement la réalité de cet arrière-pays centrafricain qui est une des clés pour comprendre les événements s'étant déroulés lors de la période des charges, entre mars et septembre 2013.
l'arrière-pays, victime de bandits de la sous-région, et laissé à lui-même. Il voit naître différents groupes qui luttent tout d'abord pour avoir accès aux ressources. Progressivement, l'on observe au début des années 2000 une prolifération de ces groupes, qui sont alors récupérés par des personnages souhaitant gagner en notoriété pour espérer participer à des négociations avec les représentants du gouvernement. Ce qui permet à ces personnages de se placer politiquement. Ces groupes se querellent constamment. Certains se rallient sporadiquement, entre eux ou au FACA. D'autres s'affrontent entre eux. D'autres encore se posent en opposition au pouvoir. En écoutant l'accusation, impossible de comprendre le contexte dans lequel se seraient déroulés les événements sur lesquels elle vous demande de vous prononcer. Pas un mot sur les difficultés que connaît la RCA dans ses tentatives de construction d'un État fonctionnel. Pas un mot sur les 10 ans de présidence de François Bozizé, marqués par des graves violations des droits de l'homme. Pas un mot sur les difficultés que connaissent les populations de l'Hinterland, livrées à elles-mêmes face aux conséquences de conflits dans les pays voisins, comme le Tchad ou le Soudan, et en proie à toute forme de criminalité de droit commun, ou par exemple par la LRA. Pas un mot sur les origines menant à la création de groupes d'autodéfense dans l'Hinterland. Pas un mot sur les compositions de ces différents groupes. Pas un mot sur les luttes de pouvoir internes au sein de ces groupes et leur évolution dans le paysage centrafricain. Pas un mot sur les alliances et ruptures au sein de ces groupes qui empêchent toute forme de structure, de hiérarchie, d'organisation ou d'homogénéité. Pas un mot sur les raisons poussant au rassemblement populaire de ces groupes dans une alliance temporaire. Pas un mot sur le déroulé de la descente de ces groupes vers Bangui en mars 2013. Pas un mot sur la désagrégation de ces groupes à l'arrivée à Bangui, la menace commune ayant disparu, cette menace étant François Bozizé. Pas un mot sur les tentatives de mise en place d'un gouvernement d'union nationale avec le soutien de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pas un mot sur le chaos qui règne à Bangui et la montée de la criminalité de droit commun à partir de mars 2013. Et pas un mot sur les tentatives de mise en place d'un gouvernement fonctionnel cherchant à endiguer la criminalité croissante. Comment comprendre le déroulé des événements sur lesquels l'accusation vous demande de vous prononcer si elle en fait disparaître les origines, le contexte réel et les principaux protagonistes? Comment pourriez-vous vous prononcer sur la responsabilité des protagonistes si aucun élément d'information ne vous est donné? Et c'est ce point de vue particulier, celui d'un pays divisé entre la capitale et l'Hinterland, d'un pays aux prises de forces extérieures et intérieures, qui empêche la construction d'un État fonctionnel, remplissant ses fonctions régaliennes, qu'il convient de prendre en compte pour comprendre les événements présentés par l'accusation, pour comprendre la réalité dans laquelle s'insèrent les récits des témoins qui viendront partager leur vision de leur vécu. Pensez pouvoir saisir les tenants et aboutissants de la crise centrafricaine sans se pencher en profondeur sur les vraies raisons de cette crise, c'est se fourvoyer, et c'est fourvoyer la justice. La réalité est là, sous nos yeux. C'est la tâche combien noble et essentielle de la Chambre de la dévoiler.
Et ce qui prouve la complexité des événements récents, s'étant déroulés ces 20 dernières années en RCA, ce sont les nombreuses procédures judiciaires existantes concernant les faits s'y étant déroulés, notamment la création d'une cour pénale spéciale et le nombre important d'affaires devant la CPI qui concernent cette situation. Il nous appartient donc, dans un contexte contentieux complexe, de bien distinguer entre les faits qui relèvent des juridictions pénales internationales de ceux qui relèvent du droit commun. Il nous appartient de donner l'opportunité aux Centrafricains de se saisir de leur destin. Et c'est là où le procès prend tout son poids. Le procès est un moment procédural pour refuser de suivre l'accusation qui tente de poursuivre des faits qui ne relèvent pas d'une juridiction pénale internationale. Il appartient de donner aux acteurs judiciaires locaux le pouvoir de décider de l'opportunité des poursuites et d'établir la vérité judiciaire. C'est à vous, Madame le Président, Madame, Monsieur le juge, qu'il appartient de rappeler qu'il ne peut y avoir de justice sans vérité. C'est sur les épaules de l'accusation que repose la charge de la preuve, pas sur celle de la défense. L'accusation se paie de mots. Nous avons à nous intéresser aux faits. Les faits découlent de la réalité. Et la réalité, elle est là, sous nos yeux. Prenez en acte, tirez-en toutes les conséquences, en reconnaissant à l'issue du procès l'innocence de M. Saïd. Ce sera justice. Madame le Président, je vous remercie de votre attention. Et la suite de la présentation de la défense, en tout cas sur un point particulier, sera reprise par Maître Jacobs. Je vous remercie. Thank you very much, Ms. Nawe. Professor Jacobs, please. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, ce que le procès va exposer, ce que nous allons illustrer à présent, c'est que l'accusation a construit son cas sur deux piliers fragiles et défaillants. Le premier est celui d'une construction narrative déconnectée de la réalité, de ce qu'il s'est produit en République centrafricaine en 2012 et 2013. L'accusation a posé des postulats et des présupposés qu'elle ne prend pour acquis et qu'elle ne démontre jamais. Ce point de départ factuellement erroné aura pour conséquence que toute la construction narrative du cas de l'accusation s'écroulera comme un effet domino. Et nous allons l'illustrer dans les suites de nos déclarations d'ouverture. Avant cela, il convient de mettre en lumière la seconde faillite, le second pilier défaillant du cas de l'accusation, celui de la faiblesse de sa preuve. L'accusation, malgré des années d'enquête, a divulgué à la défense et va présenter à la Chambre une preuve indirecte
une preuve composée de oui-dire, une preuve remplie d'affirmations non corroborées, une preuve dont l'accusation n'a quasiment jamais fait l'effort d'établir l'authenticité et la fiabilité, au cours d'une enquête défaillante. Et c'est cela que nous allons développer maintenant. Commençons par l'enquête de l'accusation. Il convient de constater que malgré le large volume d'éléments de preuve divulgués par l'accusation n'a pas obtenu tous les éléments utiles des protagonistes importants de la crise, qui étaient présents au moment des faits et qui devraient disposer d'informations cruciales pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé en République centrafricaine en 2012 et 2013. Ainsi, malgré 8 ans d'enquête, l'accusation ne va présenter à la Chambre que très peu d'éléments provenant des autorités centrafricaines. Et ce, malgré le fait que l'accusation allègue l'existence d'une politique d'un État sur une période de plus d'1 an, entre 2012 et 2013. L'on constatera que pas un seul document n'apporte la preuve de l'existence de la politique d'État qu'allègue l'accusation. Il est important de bien comprendre dès à présent ce que cela veut dire. Que l'accusation ne dispose d'aucune preuve documentaire issue de l'État au soutien de ces allégations, et qu'il se débat continuellement contre sa propre preuve, en essayant de la faire entrer dans sa vision fantasmée de la réalité. Dans le même sens, l'accusation ne va présenter que peu d'éléments permettant de comprendre le rôle de la France pendant la période concernée. Pourtant, même si l'accusation n'en parle pas une seule fois dans son mémoire, pas une seule fois, il suffit de s'intéresser 5 minutes au dossier pour se rendre compte que comprendre le rôle de la France est crucial pour appréhender les événements visés dans les charges. Notamment parce que l'OCRB a été créé par les Français et que pendant la période visée, des représentants et officiels français, notamment des gendarmes, ont interagi fréquemment avec des représentants civils et militaires centrafricains. Dans le même sens encore, malgré la présence continue de différents organes de l'ONU en RCA, l'absence d'éléments relatifs au rôle de ces organes dans le dossier est criant. Pourtant, il ressort du dossier que ces organes de l'ONU ont, eux aussi, interagi avec des officiels civils et militaires centrafricains à l'époque. Dans ces conditions, il convient de constater que le dossier du procureur est incomplet et parcellaire, puisqu'il manque la plupart des éléments provenant d'acteurs pourtant cruciaux de la crise. Conduire un procès sur un dossier aussi déficient, c'est prendre le risque de passer à côté de l'essentiel et de tirer des conclusions sur la base d'informations incomplètes et biaisées, du fait du manque de sérieux des enquêtes de l'accusation. De deux choses l'une. Soit ces éléments existent, et l'accusation n'aurait jamais dû aller au procès sans en disposer,
puisqu'alors c'est aller au procès sur un dossier incomplet. Soit cette preuve n'existe pas, et l'accusation n'aurait jamais dû aller au procès sur une preuve qui ne démontre absolument pas ses allégations. Toujours concernant l'enquête, l'accusation a récolté au cours de son enquête un volume important de preuves. Pourtant, malgré ce volume, à l'analyse, le constat est clair. L'accusation s'est quasi systématiquement soustraite à son obligation basique d'enquêter de manière neutre et indépendante pour établir l'authenticité et la fiabilité des éléments qu'elle a reçus. Il suffit pour illustrer ce point de prendre pour exemple les missions effectuées par l'accusation auprès des autorités centrafricaines. Que ressort-il de ces missions et des rapports d'enquête rédigés après ces missions? Que l'accusation s'est quasi systématiquement reposée sur ses interlocuteurs pour la sélection des documents pertinents. Les rapports de collègues montrent que les enquêteurs se sont placés dans les mains de leurs interlocuteurs sur place, sans mener d'enquête indépendante. Ils ont fait aveuglément confiance à leurs interlocuteurs sur place pour notamment la sélection des documents. Le bureau du procureur a parfois envoyé des enquêteurs qui ne parlaient même pas français pour récolter des documents qu'ils ne pouvaient donc pas lire ou comprendre. Comment, dès lors, des enquêteurs ne parlant pas français auraient-ils pu procéder à des actes d'enquête autonomes et indépendants portant sur des documents qu'ils ne comprennent pas? Dans le même sens, il apparaît souvent que les enquêteurs n'ont pas eu accès aux archives directement et qu'ils se sont contentés de récupérer des documents qui leur étaient tendus, qui leur étaient présélectionnés par leurs interlocuteurs sur place. Les rapports ne disent pas non plus, ne disent rien sur les auteurs présumés des documents. Il n'est jamais indiqué que les enquêteurs aient interrogé leurs interlocuteurs sur place sur les auteurs allégués des documents pour savoir les conditions de leur création, etc. Là encore, il semblerait que les enquêteurs aient cru leurs interlocuteurs sur place sur parole en ce qui concerne l'authenticité des documents, sans mener d'enquête propre. Absent aussi des rapports d'enquête, des informations utiles sur le stockage de ces documents, physiquement, entre 2013 et le moment où ils ont été récoltés. Or, il s'agit d'une information cruciale, surtout que les documents et la preuve de l'accusation elle-même montrent qu'il y a eu de nombreux pillages à l'époque et depuis d'institutions de l'État. Ce qui crée la possibilité non seulement que de nombreux documents aient été détruits, mais ouvre aussi la voie à la manipulation de ces documents et ou la possibilité de placer des faux. L'approche de l'accusation est défaillante jusque dans la procédure suivie pour documenter les démarches entreprises au cours de ces missions.
Ainsi, on peut constater que la plupart des rapports d'enquête sont écrits des mois, voire des années après la mission elle-même. 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 7 ans après. 7 ans après la mission. Jamais l'accusation n'explique pourquoi autant de temps s'est écoulé entre ces missions et les rapports qui en découlent. Il n'est pas possible de corriger, des années plus tard, l'oubli de la part du bureau du procureur d'avoir rédigé un rapport de collecte contemporain. Puisque si l'enquêteur est placé en position de devoir justifier, dans un contexte particulier, par exemple celui d'un procès, le déroulé d'une mission de collecte, il sera nécessairement mis en position de devoir répondre aux attentes créées par cet exercice. Ce qui impactera aussi la teneur de son rapport. Pour le dire clairement, un rapport rédigé des années après a une phase différente de la procédure. Par exemple, lorsqu'un procès est déjà en cours, peut créer le risque que le rapport soit rédigé pour les besoins de la cause. Ce qui pourrait biaiser la sincérité de son contenu. Je passe au point suivant, qui est celui de la corroboration, ou l'absence de corroboration, devrais-je dire. Il est un principe cardinal et ancien de toute démonstration juridique. Testis unus, testis nullus. Autrement dit, un seul témoin ne peut suffire à démontrer quoi que ce soit, et encore moins à condamner une personne. Ce principe n'est pas nouveau, et trouve son origine même dans l'Ancien Testament. Il ne peut y avoir de condamnation dans un système respectant l'état de droit et l'équité sans que la preuve apportée soit corroborée. Pourtant, ce que ce procès mettra en lumière, c'est l'approche extrêmement laxiste de l'accusation concernant la corroboration. Il conviendra de constater que un grand nombre d'allégations de l'accusation ne sont pas corroborées. Ce qui soulève une fois encore des questions sur la solidité du cas du procureur. Par exemple, 536 notes de bas de page du mémoire de l'accusation, soit quasiment la moitié, ne référence qu'une seule source, qu'elle soit documentaire ou testimoniale. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ces 536 notes de bas de page sont liées à autant d'affirmations dans le mémoire de l'accusation qui ne sont pas corroborées. 536 affirmations pour lesquelles l'accusation n'a pu trouver qu'une seule source, malgré des années d'enquête. Autre exemple frappant, plus d'un quart des incidents allégués à l'OCRB ne sont fondés sur les déclarations que d'un seul témoin. Autrement dit, la méthode utilisée par l'accusation consiste à fonder son argumentaire sur le récit d'un seul témoin concerné par l'incident qui indique donc, selon lui, être la victime alléguée. Une telle approche est révélatrice de la faiblesse de la preuve de l'accusation, qui n'est pas en position de corroborer le témoignage de ses témoins par d'autres éléments de preuve.
Plus précisément, pour les incidents C, E, F, L et N, l'accusation ne renvoie qu'au seul témoignage de la personne concernée. Pour d'autres incidents, l'accusation se réfère quasi exclusivement aux déclarations d'un seul témoin, ne renvoyant à d'autres témoins que sur des questions accessoires, sans lien avec l'incident lui-même. Par exemple, concernant l'incident P, l'accusation se réfère quasi exclusivement aux déclarations de P2179, victime alléguée de l'incident. Et si elle mentionne un autre témoin, c'est sur une question complètement accessoire, qui n'a rien à voir avec l'incident lui-même. Un autre exemple qui montre les limites de l'exercice. P0481 est l'unique témoin de l'incident F, où il aurait été le témoin, selon lui, de sévices et de la mort de 3 personnes. Sans autre élément de preuve au soutien de ces affirmations. Sur ce point, il est intéressant de relever que l'accusation, sûrement consciente de la faiblesse de sa preuve, avait indiqué dans une note de bas de page de son mémoire de préconfirmation, à propos des allégations non corroborées de P481, et je cite, la note de bas de page 364 du mémoire de préconfirmation de l'accusation. Cet événement ne fait pas l'objet d'un chef d'accusation de meurtre, constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, car aucun reste humain prouvant qu'ils sont réellement décédés n'a été découvert. Le nom des victimes étant inconnu à ce jour, il n'est pas raisonnablement envisageable qu'une enquête approfondie sur ces faits puisse permettre de mettre à jour des éléments de preuve. Voici ce que nous disait l'accusation à la note de bas de page 364 de son mémoire de préconfirmation. 364. Mais alors, si selon l'accusation elle-même, le témoin ne peut être cru sur parole concernant la mort alléguée de ces 3 personnes, pourquoi devrions-nous croire sur parole ce témoin concernant les sévices allégués de ces personnes ? Dans certains cas, non seulement l'accusation ne se repose que sur un seul témoin, mais encore souhaite-t-elle ne pas l'appeler au procès. C'est le cas, par exemple, de P0622 et P2519, témoins uniques des incidents E et L. Autre exemple concernant l'incident A. L'accusation renvoie aux déclarations de 2 témoins, P1737 et P2105, en plus de celle de la victime alléguée, P1289, mais ne compte pas appeler la personne directement concernée.
Là encore, l'accusation espère que ne sera pas testé en audience le récit du témoin principal de l'incident allégué. Pourtant, la logique judiciaire, c'est que seuls des éléments testés au préalable par les parties devant les juges dans le cadre d'une procédure judiciaire peuvent être ensuite considérés comme corroborants ou non. Ce n'est pas parce que l'accusation compte se servir de différents éléments que leur addition permet de prouver quoi que ce soit. Ce n'est qu'une fois que chaque élément de preuve aura été testé individuellement, en audience, par le biais de contre-interrogatoires, que la Chambre sera mise en position d'évaluer la réalité de la corroboration alléguée par l'accusation. Ces exemples illustrent que le procureur a construit ses accusations, parfois centrales pour son cas, sur des affirmations qui n'ont en réalité qu'une seule source, et donc qui ne sont pas corroborées. Allant plus loin, en espérant que cette unique source non corroborée ne soit même pas testée en audience. Suivre l'accusation, c'est donc valider qu'il n'y aurait pas besoin de corroboration. Suivre l'accusation, ce serait valider qu'il n'y aurait pas de débat contradictoire. Suivre l'accusation, ce serait valider qu'il n'y aurait pas de véritable procès sur des questions pourtant centrales du dossier. Cette absence de corroboration est problématique dans un contexte où l'accusation est tenue à un standard élevé et rigoureux de démonstration. Un standard au-delà de tout doute raisonnable, afin de respecter la présomption d'innocence. Et cette absence de corroboration dénote en réalité la faiblesse démonstrative du cas de l'accusation. Alors, pour essayer de sauver son dossier, l'accusation ne manquera pas de vous dire, à un moment ou à un autre du procès, qu'elle n'aurait pas d'obligation légale de corroborer ses allégations. Mais l'accusation ne peut pas expliquer l'absence quasi permanente de corroboration et de recoupement en se cachant derrière le fait que le statut ne lui ferait pas l'obligation d'avoir à corroborer ses allégations. Que les rédacteurs du statut n'aient pas fait de la nécessité de corroborer une obligation juridique pour l'accusation ne signifie pas que l'accusation soit déchargée d'avoir à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, de la façon la plus convaincante possible, tout ce qu'elle avance. Car, encore une fois, que sont des éléments de preuve non corroborés? Des éléments de preuve douteux. Autrement dit, une telle preuve a une valeur faible, très largement inférieure au niveau élevé qui est requis par le standard de preuve. Dernier point, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, sur cette question de la corroboration et sur cette utilisation d'éléments de preuve douteux, comme je viens de le dire.
Parfois, l'accusation fait semblant que des éléments se corroboreraient, mais en réalité, après analyse, il apparaît la plupart du temps qu'il n'y a en réalité aucune corroboration. Soit parce que les témoins ne parlent pas de la même chose, en réalité, soit parce qu'ils se contredisent, tout simplement. Il arrive en particulier fréquemment que l'accusation prétende que deux témoins se corroboreraient, alors que l'un raconte tout simplement ce que lui a dit l'autre. Il ne peut logiquement y avoir de corroboration quand il n'y a qu'une seule source. Quand un témoin raconte à un autre témoin quelque chose, la seule et unique source est ce premier témoin. L'accusation ne peut pas dire ensuite que les deux témoins se corroborent, puisqu'il n'y a à l'origine une seule histoire, celle du premier témoin. Je conclus sur un exemple frappant à ce propos, celui des témoins utilisés comme source pour l'attaque alléguée du minibus au PK9. L'accusation nous dira que P0491 et P0529 se corroborent. Alors déjà, ni P0491 ni P0529 ne sont des témoins directs de l'incident allégué, puisqu'ils rapportent tous les deux des oui-dire. Mais j'y reviendrai. Mais surtout, pour la question de la corroboration, on apprend que c'est de P0529 que P0491 aurait appris l'existence de l'incident allégué. Premier problème. Nous avons deux oui-dire avec une seule source, ce qui ne peut décemment constituer une corroboration. Mais attendez. Cela ne s'arrête pas là, puisqu'à la lecture de la déclaration de P0529, on apprend que P0529 a lui-même appris l'existence de l'incident au téléphone d'une personne que l'accusation a interrogée, P1640, mais qu'elle n'a pas retenue sur sa liste de témoins. Et pour parachever le tout, si on lit la déclaration de P1640, il n'est pas non plus un témoin allégué de l'incident. Voici donc la démonstration de l'accusation. Un premier témoin, non retenu par l'accusation, apprend par oui-dire l'existence d'un incident allégué. Il appelle un second témoin pour lui raconter et qui le dit à un troisième témoin. Et par magie, un unique oui-dire anonyme, colporté d'une personne à une autre, deviendrait miraculeusement un fait corroboré. Un tel procédé ne saurait prospérer sous peine de vider de son sens la procédure judiciaire. Madame la Présidente, je vois l'heure et je vais passer à un prochain point. Je me demande si ce ne serait pas un bon moment pour faire la pause. Yes, it is a good point to break for this session. I wish to thank you very much, Professor Jacobs, at this point I'll ask that we adjourn and come back at 11:30, just a 30-minute break, and you continue with your opening statement. All rise, we will event.